que selon les rendez-vous, il y a parfois des hommes et parfois pas. Donc là, je constate que nous sommes une grande majorité de femmes, mais qu'il y a des hommes, c'est très bien. Il n'y a pas que des femmes qui suivent nos posts sur LinkedIn. Spécial dédicace à Frédéric et Anneli. Donc, un plaisir d'avoir ce rendez-vous avec des start-upeuses qui est une sorte de rendez-vous récurrent de Parité Assurance qui, pour nous, est l'occasion, mais au-delà de notre propre communauté, d'apprendre, d'écouter, de se régaler des perspectives de femmes start-upeuses qui sont sur des champs, on va dire, en lien avec l'assurance. Alors, c'est parfois des start-upeuses qui opèrent des start-up InsurTech au nom de l'assurance, et où parfois, ça sera le cas aujourd'hui avec Florence, de structures qui peuvent être des structures partenaires, on va dire, servicielles, qui peuvent accompagner soit nos business d'assurance en santé prév, soit nos business Yard ou épargne retraite. Voilà pour le contexte. Et donc, Parité Assurance, c'est pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, l'association des femmes dirigeantes dans l'assurance qui recouvre on va dire, tous les métiers, tous les risques de l'assurance. Et on fait ces rendez-vous, on a tout un ensemble de programmes, on fait du mentorat, on fait des livres blancs et des conférences. Et voilà, ce rendez-vous, n'hésitez pas à en parler autour de vous, il est récurrent, avec à chaque fois une belle rencontre et un chouette partage. Et c'est absolument cadeau puisque c'est gratuit et c'est à partager sans modération. Voilà pour le petit contexte. Et donc, aujourd'hui, on accueille Florence. Alors, en fait, avec Florence, on se connaît. Bon, moi, j'étais pas toute jeune, mais elle était toute jeune au début de cette belle aventure qu'elle a construit. Je me rappelle de nos échanges, Florence, ici chez AG2R, autour d'un petit déjeuner où au début j'avais du mal à comprendre ce que tous les deux avec ton cofondateur vous construisiez. Et puis je sais plus lequel d'entre vous, mais et chez moi ça marche toujours et je suis sûre que tu feras un petit peu ça aujourd'hui. Vous aviez raconté une histoire vraie. Enfin, au sens une histoire vraie qui m'avait rappelé des souvenirs personnels, au sens voilà, ma grand-mère était malade, j'étais à l'autre bout du monde et il fallait trouver une solution pour ma grand-mère et j'avais un maximum de stress, de culpabilité. Je ne savais pas comment faire pour avoir quelqu'un qui puisse l'accompagner pour lui faire des pansements. Et à partir du moment où vous aviez raconté ça avec toute simplicité, et on va dire user experience, je m'étais dit, ah ouais, c'est vraiment intéressant ce qu'ils font. Et donc, c'était un peu le début, même si vous avez été super vite, de la création de votre entreprise. Donc, je suis ravie que ce soit l'occasion que tu viennes nous raconter ça aujourd'hui, d'autant plus que je ne suis pas ça de très, très près aujourd'hui, mais je crois que l'univers, on va dire SAD, SIAD, accompagnement des personnes à domicile, EHPAD hors les murs, et un truc en pleine effervescence. Donc, votre proposition de valeur, elle était déjà hyper pertinente à l'époque et je suis sûre qu'elle sera encore plus pertinente dans l'avenir. Donc, ravie de t'accueillir. Et c'est Angela qui est à la manœuvre technique de toute notre organisation et Frédéric et Nelly qui sont les deux grilleuses qui vont te poser des questions pour qu'on en bénéficie toutes. Merci. Super. Merci. Nous, on va prendre le relais. On ne va pas se présenter en détail. Disons qu'on est toutes les deux, Nelly et moi, membres de Parité Assurance et impliquées sur les sujets innovation. Nelly, si tu veux dire quelque chose. Non, juste bonjour à toutes et à tous et ravie de partager ce joli moment. C'est toujours sympathique et agréable et moment de proximité avec toutes et tous. Alors, pour des raisons pratiques, ce que nous allons faire, Nelly et moi, nous allons interviewer Florence. Nous vous proposons de mettre vos questions, d'écrire vos questions dans le chat. Et comme ça, nous les reprendrons à la fin de notre échange et vous pourrez intervenir et lui poser en direct après. Mais voilà, pour garder le fil. Alors, Florence, ravie de t'accueillir. Alors, comme tout rendez-vous de Parité Assurance avec une start-upeuse, on commence par le début. Et le début, c'est ton parcours. Donc, voilà. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours riche? Parce qu'avant d'être entrepreneur ou entrepreneuse, selon les termes, tu as exercé en tant qu'infirmière. Alors, ce qu'on va peut-être vous demander, c'est de fermer vos micros.
C'est l'heure de midi. Oui, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Et merci beaucoup Isabelle pour cette belle introduction. Et effectivement, on a eu l'occasion de se rencontrer et d'échanger sur les problématiques que l'on a pu voir avec mon cofondateur, parce que je vais y revenir un peu, mais je n'ai pas toute seule, je ne suis pas toute seule dans la création de Libéraux. Mais en effet, je m'appelle Florence Sévigny, je suis infirmière de formation. J'ai pu exercer à l'hôpital et à domicile avant de cofonder Libéraux en 2017. Alors, quand tu es infirmière, raconte-nous quand même un petit peu plus en détail, parce que tu as exercé dans différents univers. Hein. Oui, en effet, j'ai eu l'occasion et la chance de travailler, notamment après avoir été diplômée en 2012, de travailler dans des services de soins de pointe, donc notamment des services d'oncologie, d'oncologie à l'Institut Curie, mais aussi d'immuno-hémato à l'hôpital Saint-Louis, qui fait partie de la PHP. Comme j'ai été diplômée de la PHP, j'ai pu exercer dans d'autres services, donc des services de soins, chirurgie, médecine, mais aussi en tant qu'intérimaire, hein, forcément, j'ai pu faire différentes vacations dans des établissements de santé, que ce soit des EHPAD, des SSR ou tout type de service, même les urgences. Donc, c'est ça la richesse aussi du métier d'infirmier, c'est qu'on peut vraiment exercer dans différents types de lieux. Et j'ai eu l'occasion effectivement également de faire un passage sur le volet domicile dans un SIAD. Je n'avais pas le statut libéral en tant que tel. Par contre, j'ai travaillé avec plusieurs professionnels de santé libéraux dans le cadre de cette activité dans un SIAD, donc un service de soins infirmiers à domicile, en tant qu'infirmière salariée. Et ce qui m'a permis de voir justement les deux univers, en tout cas les différents univers dans lesquels peuvent intervenir les infirmiers, mais aussi les kinés et les sages-femmes. Juste, dernier point en ce qui me concerne, tu as fait ça pendant combien de temps? Jusqu'à quand? On est à peu près sur quelle période? Oui, j'ai travaillé de 2012 à 2017. Enfin, à 2016. À 2016. OK. Fin 2015, début 2016. Merci. Donc, un beau parcours d'infirmière pendant quelques années, comme tu l'as dit. Et puis, donc, ensuite, c'est toujours intéressant pour bien comprendre la motivation. Explique-nous ce qui t'a vraiment donné cette envie, en fait, de te lancer sur ce projet de création de ta propre start-up, parce que ce n'est pas tout à fait la même chose en termes d'univers que quand on est effectivement infirmière. Ce n'est pas tout à fait la même... Voilà, le même écosystème, dirons-nous. Ça, c'est certain. Après, il est vrai qu'il y a de plus en plus de professionnels de santé qui entreprennent au sein des hôpitaux, mais ça prend peut-être un petit peu plus de temps et ce n'est pas exactement le même modèle que les entreprises full servicielles à l'extérieur de l'hôpital. Pour reprendre effectivement comment je suis passée d'infirmière dans un service de soins à entrepreneur. Alors, il y a eu bien évidemment plusieurs étapes. La première, c'est déjà de constater qu'est-ce qui fonctionne ou qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans le milieu dans lequel on exerce. Ça, c'est toujours la première, l'essence même de l'entrepreneuriat, c'est d'identifier un besoin et de vouloir y répondre. J'avais identifié différents besoins dans le cadre de mon activité. Comme vous le savez, la santé, il y a plein de choses encore à faire, à améliorer, à rendre plus efficient. Et j'avais identifié plusieurs sujets et le sujet de l'organisation des retours à domicile m'avait semblé le plus important dans mon activité puisque j'avais pu voir tant le domicile que l'hôpital. Et j'avais pu voir cette galère, hein, comme tout à l'heure Isabelle le disait, et que mon cofondateur, lui, a vécu en tant que petit-fils d'une personne âgée malade. C'est comment j'organise tous les soins à domicile nécessaires en post-hospitalisation lorsque le médecin a mis un diagnostic et lorsque les soins sont prescrits, comment j'organise tout pour le retour à domicile. Donc moi, j'ai vu finalement le monde côté domicile et le monde côté hôpital et j'ai bien vu qu'il n'y avait pas de coordination. Donc, la genèse de Libéraux, c'est vraiment cette thématique d'organiser le soin à domicile. Mais avant de me lancer après officiellement et de concrètement créer l'entreprise, j'ai eu de la chance de m'entourer de différentes parties prenantes et notamment des amis qui ne sont pas dans l'écosystème de santé, qui ont fait des écoles de commerce, du droit, qui sont entrepreneurs, à qui j'ai pu évoquer justement cette problématique et ce projet et qui m'ont dit lance-toi, note ton projet sur des slides que je n'avais jamais encore utilisé et pitch finalement, va dans des startup week-ends, lance-toi,
parle de ton idée autour de toi et puis tu verras finalement ce qui se passera. Donc ça s'est fait, ça s'est fait fin 2015. Oui, voilà, parce que justement, là, tu vois, là, tu avances, parce que ça, c'était vraiment le point qu'on voulait voir, parce que tu as l'idée, tu te dis, il y a un besoin, mais après, on voit que ce qui est plus difficile, c'est la réalisation, c'est de passer, parce que beaucoup ont une idée, mais de là à monter une entreprise, c'est plus compliqué. Et donc, c'est intéressant, là, justement, dans ces rendez-vous start-upeuses, de faire un peu un vie ma vie, c'est-à-dire que tu nous partages comment on passe de l'idée, on voit qu'il y a un besoin, et on crée une entreprise. C'est-à-dire, comment tu t'es lancé, comment tu as décidé de t'aller et avec qui. Donc, Isabelle en parlait en disant que tu étais venue avec quelqu'un et tu en as reparlé en introduction. Comment on choisit, là, quand on se lance, son associé et comment on fait, comment tu as fait toi? Oui, alors effectivement, quand j'ai commencé à parler à des amis de cette finalement problématique que je voyais au quotidien, alors vous savez, c'est un peu comme une impatience hein, quand on voit un besoin et qu'on souhaite absolument y répondre. Je pense que tout le monde a un peu vécu dans son métier. C'est qu'à un moment donné, on veut vraiment trouver toutes les solutions pour pouvoir y répondre. Et donc, moi, j'avais vraiment cette impatience de me dire, je ne peux pas laisser les choses comme ça et je suis sûre qu'on peut trouver une solution. Parce que je voyais effectivement beaucoup de familles souffrir de cette non-organisation finalement du lien ville-hôpital. Alors, je ne dis pas qu'aujourd'hui, il est complètement couvert, parce que c'est quand même un écosystème qui évolue beaucoup et qui est très dense. Par contre, effectivement, il y a de plus en plus de solutions et on en fait partie pour aider l'organisation des retours à domicile. Donc, du coup, il y a déjà l'échange, déjà en parler, de dire, voilà, j'ai une idée, j'aimerais bien la creuser et donc d'en parler avec des amis, des gens les plus proches, soit du secteur dans lequel on est, soit d'un secteur qui ne connaît pas, de personnes de secteur extérieur. Et comme je disais, j'ai rencontré du coup mon cofondateur lors de ces échanges, j'ai échangé avec mon cofondateur que je connaissais déjà par ailleurs avant, qui était un ami, et avec qui j'ai dit, voilà, j'ai cette idée-là. Lui, il a fait une école de commerce, il a travaillé pour des banques d'affaires, il a travaillé également pour des entreprises, donc il connaissait ce milieu de l'entrepreneuriat et finalement la gestion d'une entreprise. Et lui, comme il avait vécu ce besoin en fait auquel je souhaitais répondre, il s'est dit mais très bien, lançons-nous, allons à la rencontre de l'écosystème start-up parisien. Et donc c'est là qu'on a... Et quelque chose de très concret par rapport à ça, c'est-à-dire que lui, il a démissionné aussi, comment vous Alors, avez... non, alors, effectivement. Alors moi, j'étais dans une période où je faisais des vacations, donc comme vous le savez, en tant que professionnel de santé, on est quand même assez libre quand on est intérimaire, parce qu'on peut faire plusieurs vacations, des journées, des après-midi, des nuits. Et lui, il était déjà freelance à ce moment-là pour des entreprises, pour des startups, différentes startups dans différents milieux. Et donc, de fait, il organisait, on arrivait à se caler des moments de travail en lien avec toutes nos activités respectives. Donc, à partir du moment où ensuite, donc ça, c'était fin 2015. Et vraiment, octobre. Ensuite, en novembre, on a commencé à faire ce qu'on appelle des startup week-ends. Donc, on en a fait 2. On a rencontré notre première employée donc, dans un premier startup week-end. Et donc, startup week-end, c'est quoi? Je pense que vous connaissez peut-être tous, mais c'est que vous pitchez votre idée de départ le vendredi soir et le dimanche, avec une équipe qui vous a rejoint entre-temps, vous présentez un plan business finalement autour de cette idée initiale pour justement, avec un modèle économique, comment adresser le marché, quelle est la part de marché. Voilà. Alors, bien évidemment, on ne crée pas comme ça une entreprise en un startup week-end, mais au moins, ça permet de rencontrer des gens qui peuvent faire partie de l'aventure a posteriori et aussi de challenger son idée auprès de gens qu'on ne connaît absolument pas. Et ça a été un vrai pied dans l'inconnu, mais ce qui a permis aussi de modéliser beaucoup de choses au début de Libéraux. Et après, en décembre 2015, j'ai déposé les statuts donc pour créer la société, pour ensuite vraiment me concentrer à 100% sur l'activité de Libéraux. Oui, donc tout ça est allé en voie très, très vite. Puisque entre l'idée, les pain points que tu as traités, puis l'idée, le pitch, les week-ends, les startup week-ends, je nous parlais des startup week-ends justement pour tous ceux et celles qui nous écoutent aujourd'hui.
Ce serait intéressant que tu nous pitches comme tu l'as fait lors du Startup Weekend, mais depuis, ça a bougé. La proposition de valeur, en fait, c'est toujours intéressant en quelques phrases très courtes, de comprendre la réelle proposition de valeur donc libéraux, on dit, pour ceux qui nous écoutent aussi, c'est pas libéraux, c'est libéraux. Donc la proposition de valeur de libéraux, si tu peux nous la pitcher en quelques mots. Oui, bien sûr. Alors, tout d'abord, la mission de Libéraux, c'est de faciliter l'accès aux soins et à la santé partout et pour tous. Et comment on fait ça? C'est en mobilisant des professionnels de santé, infirmiers, kinés et sages-femmes, en tout type de lieu, pour effectuer des actions de prévention ou de soins. Donc, c'est-à-dire qu'on est en capacité de mobiliser des infirmiers, kinés, sages-femmes, tant pour des soins à domicile que pour des actions de prévention en entreprise, que pour de la recherche clinique à domicile, par exemple. Donc, on travaille avec une multitude d'acteurs, notamment aussi les assurances et mutuelles, pour accompagner leurs bénéficiaires au quotidien pour les soins à domicile. Et peut-être pour reprendre le jeu de mots libéraux, effectivement qu'on prononce libéraux, c'est notamment pour valoriser la place des professionnels de santé qui se mobilisent au quotidien auprès des patients et donc qui sont des héros du quotidien et qui, nous faisons appel à beaucoup de professionnels de santé à statut libéral. C'est pour ça qu'on a le jeu de mots entre les libéraux et voilà. Oui, c'est un super nom. Merci beaucoup. Super clair le pitch. Alors justement, là, tu nous parlais du Startup Weekend. Qui dit Startup Weekend dit aussi des jeunes qui débutent. Alors, comment on fait quand on démarre, quand on n'a pas d'argent, a priori pas encore de clients? Et puis l'autre question sous-jacente, là tu as parlé des infirmières, des médicaux, des gens qui sont plutôt financés via ou remboursés, enfin ou payés pour partie par les régimes de sécurité sociale, etc. C'est quoi le modèle économique? Donc voilà, oui. Plusieurs questions. La première, c'est voilà, comment on démarre, comment on fait, et puis le modèle économique. Mais d'ailleurs, tu vas pouvoir nous en parler parce que je vois qu'il a évolué en cours de route. Oui, en effet. Alors, comment on démarre? On démarre déjà avec ces fonds dans un premier temps. Enfin, donc c'est vrai qu'on ne peut pas passer beaucoup de temps non plus sans travailler. Donc, c'est important de s'appuyer des acteurs, notamment des business angels. Donc, nous, on a eu la chance d'aller dans notre réseau professionnel, de pouvoir aller voir avoir un réseau de financeurs. Il y a différentes étapes dans le financement d'entreprises, ce qu'on appelle en seed, donc en amorçage. Donc en amorçage, c'est vraiment quand on commence à avoir l'idée, quand on a son premier produit et qu'on a besoin de financement pour aller plus vite et plus loin. Donc nous, ce qui s'est passé, c'est que on a fait aussi cette démarche. On est allé voir des réseaux, notamment Scientipol, qui s'appelle maintenant Wilco, mais aussi bien évidemment la BPI, qui a à différents moments de vie d'une société des financements dédiés. Et puis, nous avons aussi croisé lors de ces événements entrepreneurs des business angels, des investisseurs privés qui ont cru en nous au début, donc qui ont cru dès 2016, en fait, juste après la création de l'entreprise. Et donc, on a réussi à faire une première levée de fonds de 100 000 € en 2016, et après on a fait une deuxième en 2017, vraiment au lancement, mais qui était plus importante. Ce qui nous a permis de financer un premier développeur dans un premier temps, enfin une première petite équipe, pour créer le produit et le mettre sur le marché en 2017. Donc le produit, c'était la plateforme. Effectivement. Donc, au tout début, notre modèle économique reposait sur un abonnement des professionnels de santé à Libéraux, et libéraux.fr était le site grand public, qui l'est toujours d'ailleurs aujourd'hui, mais accessible pour tout type de patients pour organiser leurs soins à domicile. Un peu le modèle Doctolib, c'est ça? C'était effectivement un peu sur le modèle Doctolib, mais que sur de la santé à domicile. Là, on était vraiment sur un outil pour les professionnels de santé adapté à la mobilité, parce qu'ils pouvaient justement indiquer une zone de tournée, les types de soins qu'ils font ou pas. Donc, adapté à cette agilité nécessaire pour se mobiliser au domicile des patients, et pas l'inverse, parce qu'effectivement, aujourd'hui, Doctolib, c'est vraiment je vais au cabinet de mon médecin. Et donc, ce modèle économique reposait donc du coup sur un abonnement de professionnels de santé. Donc, de fait, on avait besoin de ressources techniques donc en 2016 pour faire notre projet pilote, pour prouver justement l'usage et surtout le besoin existant. Donc, ça, c'est ce qu'on a bien validé en 2016. Et ensuite, en début 2017,
on a vraiment appuyé sur le développement technique pour ouvrir au niveau national en mi-2017, donc ouverture nationale auprès de l'ensemble du territoire. Et donc là, libéraux.fr était accessible à tous les Français et les professionnels de santé pouvaient s'inscrire du coup à Libéraux sur abonnement, justement. Ça, c'était effectivement la première étape de vie de l'entreprise. En 2017, aussi au lancement officiel de Libéraux, on a également eu la chance de s'adosser à d'autres financeurs pour accélérer justement la croissance à l'ouverture officielle de Libéraux. Et donc, ce qui nous a permis de recruter des équipes opérations, des équipes commerciales et techniques. Donc, on a levé 1,1 million auprès tant de business angels que d'un fonds qui s'appelle Allianz, qui est le fonds d'Air Liquide. Air Liquide étant, comme vous le savez, très investi dans la santé à domicile, qui était notamment beaucoup à l'époque. Et aujourd'hui, finalement, enfin, pas aujourd'hui, mais justement en 2017, on était sur ce modèle économique. Et en 2018, on s'est rendu compte que finalement, notre mission de départ, qui était de faciliter l'accès aux soins partout et pour tous, et bien finalement, on n'y répondait pas vraiment en faisant un abonnement dédié aux professionnels de santé. On ne voulait pas être un logiciel pour les professionnels de santé. Nous, notre métier, c'était vraiment d'accompagner les patients et d'accompagner les personnes qui avaient des besoins en soins. Et de fait, on a fait un pivot dans notre modèle économique, comme tu le disais, Frédéric. C'était en 2018. On s'est posé la question, quelle est notre valeur, quelle est notre proposition de valeur, notre place dans l'écosystème. On ne veut pas être dépendant financièrement avec les professionnels de santé. Les professionnels de santé, infirmiers, kinés, sages-femmes, sont notre force, sont un de nos piliers. Et de fait, on a choisi de s'appuyer sur ce pilier et d'arrêter l'abonnement payant des professionnels de santé pour justement s'ouvrir à des nouveaux acteurs que l'on avait rencontrés dès 2018, qui sont les industriels pharmaceutiques, les hôpitaux, les entreprises et les assurances mutuelles. Donc, on est plus aujourd'hui sur un modèle, ce qu'on appelle nous en interne B2B. Avant, on appelait ça B2Pro, parce que les professionnels de santé, on ne les considérait pas comme des B2B à part entière, plutôt B2Pro. Donc maintenant, on est essentiellement en B2B. Okay. Donc, tu nous as parlé de ton modèle économique, de son évolution, c'est intéressant, de comment vous avez financé tout ça avec cette première levée de fonds et puis la deuxième levée de fonds qui était plus importante. De précision par rapport à ça, tu l'as un petit peu évoqué. Le premier point qui intéresse toujours chacun de nous, c'est un peu comment on évalue en fait ces besoins en fonds, notamment sur la deuxième levée. Comment tu as réussi un peu à évaluer les besoins nécessaires? Et puis la deuxième question, tu l'as évoqué un petit peu, c'est les fonds, notamment sur la deuxième levée, à quoi vous les avez vraiment alloués? On a entendu quelques recrutements, mais est-ce qu'il y a d'autres choses sur ces deux précisions? Oui, alors effectivement, comment on évalue le besoin en financement? D'ailleurs, étant en ce moment en plein process de financement, forcément, c'est très chaud dans mon esprit. Mais en fait, tout simplement parce qu'on a défini un business plan. Donc, dès qu'on s'est lancé avec Jean-Christophe de manière vraiment à 100% début 2016, pour pouvoir aller lever les premiers fonds, même auprès de Business Angel, des slides ne suffisaient pas, hein, bien évidemment, mais c'est vraiment notre vision. Qu'est-ce qu'on veut faire de l'entreprise? Et cette vision, elle s'écrit, elle se raconte, mais elle s'écrit en chiffres également. Donc, on a, en fait, depuis le début de Libéraux, donc on avait dessiné un business plan, donc de dire combien de professionnels de santé à terme seraient inscrits, quelle zone, quelle répartition, quelles sont les ressources nécessaires pour aller chercher X professionnels de santé, les ressources techniques, les ressources commerciales, les ressources marketing, les ressources projets. Et donc ça, c'est des évaluations, donc alors, ce n'est pas que des hypothèses, parce qu'on se base aussi sur ce qu'on connaît, sur l'écosystème, sur le marché, donc c'est des choses qui sont importantes. Par contre, effectivement, c'est un business plan, on le dit souvent, mais voilà, d'ailleurs, c'est mes investisseurs qui me disent ça, enfin, un de mes investisseurs, il me dit, à partir du moment où vous l'avez écrit, en fait, il est déjà plus d'actualité, quoi. En fait, c'est pas qu'il est plus bon, c'est qu'il est déjà déplacé. Il a déjà évolué.
Donc, ce qui est intéressant dans la définition, et ça, je pense que c'est le plus dur, parce que moi, venant de l'écosystème vraiment santé, professionnel de santé, je n'avais jamais écrit un business plan. De programmer un projet et de le mettre en place, ça, c'est des choses que j'avais pu le faire, notamment aussi à l'hôpital, parce qu'on mène des projets tout de même aussi à l'hôpital, mais de se projeter à 5 ans pour dire qu'est-ce qu'on sera dans 5 ans, voilà, ça c'est aussi la force d'une complémentarité d'équipe que j'ai pu trouver justement tant avec Jean-Christophe, mais aussi avec des conseillers qu'on a pu trouver autour de nous, et notamment parmi nos business angels, nous avons des investisseurs qui sont bien évidemment eux aussi entrepreneurs et qui nous ont aidés aussi à nous projeter. Donc, cette première levée de fonds, forcément, on l'a faite avec une projection avec un business plan. Deuxième levée de fonds avec une projection idem par rapport à ce qu'on avait pu voir vraiment sur le terrain aussi depuis la première levée. Et puis, au fur et à mesure, ensuite, le financement, comment on l'évalue, c'est effectivement par rapport à ce qu'on a vu et ce qui a vraiment marché et ce qui n'a pas marché. Et puis, comment on l'alloue aujourd'hui, concrètement, ce qu'on a alloué, c'est des ressources en tech, en marketing et commercial. Mais encore une fois, c'était sur l'ancien modèle économique, donc on a réalloué avec le nouvel modèle économique qui était plutôt business développeur B2B, toujours de la tech, toujours du produit. Mais par contre, effectivement, le commercial, c'était moins via les professionnels de santé, mais plutôt trouver des biz-dev, enfin des commerciaux qui sont câblés pour aller vendre à des B2B, comme les entreprises, les hôpitaux, assurances mutuelles. Voilà, donc du coup, sur les collaborateurs, vous étiez 2 associés, vous avez recruté dans la tech. Aujourd'hui, combien vous êtes et comment vous vous répartissez dans les profils et il y a 3 pôles, je crois, tu nous expliquais. Oui, exactement. Alors aujourd'hui, on est encore à taille humaine. On arrive à faire de gros projets avec des grandes entreprises, des gros acteurs, mais toujours à taille humaine. On est une vingtaine de personnes aujourd'hui. Et l'équipe effectivement, il y a 3 grands pôles importants. Donc, il y a le pôle technique et produit, parce que ce sont les outils qui nous permettent de mener à bien nos missions de mobilisation professionnelle de santé. Donc, les techniques et produits, c'est tout l'aspect, en fait, le site, la plateforme, l'application, c'est ça? Exactement. Le développement. C'est le site web que vous pouvez voir en tant qu'en public. C'est l'application mobile que vous ne pouvez pas voir parce que ce sont pour les professionnels de santé. Mais c'est aussi toutes les interfaces. Nous, en interne, on a une interface de pilotage en interne de toutes nos activités. C'est un énorme CRM mais qui est complètement sécurisé en données de santé. Donc, c'est vraiment tous ces outils-là et les outils pour nos clients. Donc, on a vraiment un panel de 4 types d'outils que l'on fait évoluer et que l'on maintient tous les jours. Donc, ça nécessite une équipe technique et produit. Ensuite, on a une équipe, ce qu'on appelle une équipe projet, donc, qui est pilotée. Donc, la première équipe est pilotée par notre CTO, notre directeur technique. La deuxième équipe est pilotée par notre directrice des opérations. Et donc, ce sont des chefs de projet. Donc, quand on a une demande d'un client, ce sont eux qui vont prendre en charge de A à Z la mise en place d'un projet. Chef de projet. Le client étant un client B2B, on est bien d'accord. Exactement. Je vous donne un exemple. Si une entreprise nous appelle pour mener une campagne de vaccination antigrippale en entreprise, donc il faut mobiliser un infirmier sur site, sur le site d'une entreprise, on a la demande de l'entreprise. Donc là, ça vient par l'équipe Sales Market. Ensuite, l'équipe projet qui paramètre tous nos outils et qui prend en charge le projet, qui a le lien avec le client. Et puis, l'équipe produit et technique qui, au besoin, fait évoluer le produit s'il y a une demande client particulière par rapport à cela. Donc voilà, il y a équipe produit technique, équipe opération qui pilote, avec des professionnels de santé aussi dans cette équipe opération, pour avoir cette expertise que l'on a de mobilisation de professionnels de santé, mais aussi de conseil. Et puis, la troisième équipe, c'est qui est commercial marketing. Donc, c'est vraiment une équipe dédiée au développement business de libéraux. Et juste le dernier point là, sur les profils, comment vous vous répartissez tous les deux l'activité? Ah oui, alors du coup, on est donc cofondateur avec mon associé, donc Jean-Christophe Klein. Donc moi, je suis présidente de la société et lui est directeur général. Donc lui, c'est vraiment lui qui pilote l'entreprise au sens pur du terme de direction générale. Donc, sous lui, il y a les 3 managers que je vous ai mentionnés, donc commercial, opération et technique.
Et aujourd'hui, moi, je m'occupe essentiellement beaucoup de tout ce qui va être communication. Je fais pas mal de marketing aussi également, mais tout ce qui est aussi lien avec l'extérieur, communication institutionnelle. Et parce que, comme vous le savez, l'écosystème de la santé, notamment la place des professionnels de santé, est de plus en plus considérée, mais il reste encore pas mal de chemin à faire pour que les paramédicaux puissent avoir leur place dans les nouvelles politiques à venir. Ok, donc une répartition effectivement très, très, très claire des activités avec une vingtaine de collaborateurs, c'est déjà gros. Tu dis c'est la taille humaine, mais ça commence à déjà être assez important. Et tu t'en as parlé un petit peu jusque-là, tu travailles, donc on comprend que tu travailles avec un certain nombre d'acteurs, dont notamment quelques assureurs, quelques mutuelles, puisque aujourd'hui on a quand même beaucoup d'acteurs qui nous écoutent, qui sont dans cet écosystème-là. Ce serait intéressant que tu nous dises un peu sous quelle forme, de quelle façon tu travailles avec ces acteurs. Et puis, puisqu'on est aussi là ensemble, profitons-en aussi, c'est le moment pour se dire si tu as aussi des besoins spécifiques au regard de ces acteurs, puisqu'il y en a beaucoup qui nous écoutent aujourd'hui. Ça peut être intéressant aussi de nous dire si tu as des besoins et auquel cas, on pourra les noter et y répondre un petit peu plus tard. Oui, bien sûr. Alors oui, effectivement, aujourd'hui, donc, nous avons donc, différents types de clients B2B, comme je vous disais. Donc, nous avons donc, les laboratoires pharmaceutiques, donc c'est moins notre sujet aujourd'hui, les hôpitaux, c'est moins un peu notre sujet aujourd'hui, les entreprises pour des actions de prévention santé en entreprise, et effectivement, de manière finalement plus, on va dire, prescripteurs, nous avons effectivement des assurances mutuelles, mais aussi courtiers. Aujourd'hui, avec ces acteurs, on travaille sur 2 volets. Le premier, c'est notamment dans le cadre de la prévention santé en entreprise. Donc, comment, en tant qu'assureur mutuel, je peux accompagner mes clients entreprises dans la mise en place d'actions concrètes de prévention pour diminuer les risques, bien évidemment les risques d'absentéisme, les risques de maladie. Donc ça, ce sont des actions que nous menons, soit qui sont financées directement par les assurances et mutuelles pour le compte de l'entreprise cliente, soit directement financées par l'employeur, donc l'entreprise, mais on a été mis en relation par de fait ces acteurs assurantiels et mutuels. Et le deuxième volet, qui prend un petit peu plus de temps, mais ça, je pense que c'est normal que vous allez comprendre, mais c'est comme vous l'avez compris, la jeunesse de Libero, notre activité initiale, c'est d'aider à organiser les soins à domicile. Et il est vrai qu'aujourd'hui, les soins à domicile ne concernent pas que les personnes âgées. Quand on est, par exemple, en sortie de maternité, on peut avoir besoin de soins à domicile. Quand on vient de se faire opérer pour un cancer ou pour une maladie aiguë, en tant que jeune parent ou qu'actif, on peut avoir besoin de soins à domicile. Et pour cela, l'objectif, c'est d'inclure justement notre proposition de valeur d'organisation des soins à domicile au sein des contrats mutuels et assurances. Et voilà les 2 volets. Le premier, c'est vraiment prévention santé en entreprise des entreprises clientes de ces acteurs. Et deuxième, c'est qu'est-ce que j'offre à mon bénéficiaire final. Là, ce n'est pas vraiment l'employeur, mais c'est vraiment le bénéficiaire final avec ce volet coordination des retours à domicile. Alors, voilà, tu nous as parlé du modèle, le modèle qui a évolué. Alors, quelles sont les perspectives aujourd'hui de développement et sur quoi vous mettez l'accélérateur? Alors, aujourd'hui, en effet, il est vrai que la période Covid a été bien évidemment aussi pour nous une manière de nous faire reconnaître, en tout cas d'accompagner un grand nombre d'acteurs, que ce soit sur les différents volets que je vous ai dit, labos, entreprises, hôpitaux, et même assurances et mutuelles, pour répondre justement à un besoin d'accès aux soins. Finalement, comment j'accède à des soins, que ce soit pour j'accède à de la vaccination, j'accède à des soins à domicile, je continue ma recherche clinique. Donc ça, c'était important. Donc c'est ça notre force, c'est notre réseau de professionnels de santé qu'on peut mobiliser vraiment toute l'année, en tout lieu, partout en France aujourd'hui, et pourquoi pas à l'étranger dans quelques années. Et donc, effectivement, notre plan, finalement, à 2026, qu'on a défini, c'est d'être, d'une part, vraiment
l'acteur incontournable en France déjà de cette mobilisation de professionnels de santé, donc d'avoir le réflexe libéraux pour, si j'ai besoin de trouver un professionnel de santé pour une prise de sang, pour un soin technique ou pour une action de prévention. Donc sur l'ensemble des acteurs que je vous ai mentionnés, avec deux focus importants. Le premier sont donc les labos pharma, donc qui ne vous concernent pas aujourd'hui, et les entreprises, qui sont le deuxième focus. Et il est vrai que les entreprises, on sait que les acteurs importants autour des entreprises et qui sont conseils sont forcément les acteurs assurantiels qui développent de plus en plus aussi des accompagnements dédiés à leurs entreprises clientes et adhérentes pour répondre à leurs besoins de qualité de vie au travail, prévention santé. Et on voit bien de plus en plus les entreprises, en plus avec le sujet de la retraite, bien évidemment, on va rester plus longtemps finalement dans les entreprises, donc c'est des lieux de vie. Les actifs, depuis même avant 20 ans, on travaille. Donc, ce sont des lieux de prévention et de soins importants. D'excellentes perspectives, un beau programme. Tu vas avoir beaucoup d'activités. On est toutes bien placées pour le savoir aujourd'hui. Quand on regarde autour de nous, on voit que dans tout ce qui est health tech ou insurtech, si on est un peu plus global, il y a assez peu de femmes, malheureusement. Et l'intérêt aujourd'hui, ce serait que tu nous partages un peu comment toi, tu t'expliques pourquoi, à ton sens, il y a assez peu de femmes, avoir ton regard sur ce point. Et puis, deuxième sujet aussi, si on se remet sur le secteur de la santé, tu en parlais tout à l'heure avec tes actions de lobbying qui sont extrêmement importantes, puisque tu nous disais que dans la répartition des rôles, ça fait partie de tes rôles importants de communiquer, de faire savoir et puis d'aller jusqu'à du lobbying. Comment toi, tu perçois aussi ce rôle du côté des femmes? C'est avoir ta vision sur les femmes aujourd'hui, pourquoi elles sont si peu représentées finalement, et aussi donc quel pourrait être, on va dire, quel est leur rôle et quel pourrait être ce rôle. Vaste question. Vaste question, effectivement. Alors, pourquoi il y en a moins? Ça, c'est globalement dans l'entrepreneuriat au sens large, il y a à des postes de direction. J'ai pas vraiment de réponse à cette question. Le fait est que culturellement, ça, on n'y échappe pas encore aujourd'hui, et c'est ça qu'il faut combattre. C'est un petit peu la position de l'imposteur, de dire je suis pas à ma place, je suis pas assez forte, j'ai pas des compétences, et puis finalement dans ma vie active, j'aurais des contraintes, si je peux appeler, enfin, il y en a beaucoup qui le prennent comme ça, mais si je veux avoir un enfant, si je veux me projeter sur d'autres, sur la maternité finalement. Donc ça, c'est un sujet qui est parfois une contrainte. Après, donc le pourquoi, c'est bien évidemment la place c'est la responsabilité aussi des hommes. Alors, je sais qu'il y a des hommes aujourd'hui qui nous écoutent, mais c'est la responsabilité des hommes dans tant l'éducation de leurs propres enfants que dans le quotidien de la relation avec des femmes, et de dire qu'il n'y a pas de compétition homme-femme. S'il y a des compétitions, c'est juste une compétition tout court, en fait. Il n'y a pas de sexe supérieur. Mais je ne pourrais pas vraiment répondre à cette question, mais moi, si je donne un petit peu de mon expérience professionnelle, alors à l'hôpital, il n'y a pas vraiment de sujet. Bon, historiquement et culturellement, encore une fois, c'est vrai que les professeurs de médecine sont essentiellement des hommes. En fait, tout simplement, d'un point de vue, la maternité a beaucoup d'impact sur effectivement ce sujet d'études. C'est pas que les femmes n'ont pas la volonté de devenir professeurs, mais c'est qu'en fait, cela nécessite un dévouement au travail qui est vraiment très important. Et puis aussi, parfois, une concurrence pas forcément très saine à laquelle les femmes ne souhaitent tout simplement pas se livrer. Donc ça, c'est le premier point. Après, moi, je n'ai jamais vécu, quel que soit mon parcours professionnel, de situation où je me suis sentie pas forcément à ma place. Donc, j'ai eu de la chance d'avoir des investisseurs hommes.
Alors, est-ce que parce que j'étais tout de suite accompagnée d'un homme? Je ne sais pas. Et ça, je ne pourrais jamais le dire parce que, quoi qu'il arrive, ça ne s'explique pas. C'est comme ça, ouais. Mais c'est possible que le fait qu'on ait été un duo, ça ait tant atténué le sujet homme et que le sujet femme. Enfin bref, ça peut expliquer, mais je n'ai pas vraiment de sujet. En tout cas, je n'ai jamais ressenti de la part de mes investisseurs le fait que voilà, ils me considèrent toutes comme la présidente de l'entreprise, que s'ils ont confiance en nous, c'est pas parce que c'est juste Jean-Christophe, c'est moi, c'est l'équipe, c'est un ensemble de personnes. Et donc voilà, au fur et à mesure des investissements qu'on a pu avoir, c'était essentiellement donc, des hommes. Mais voilà, il y avait ce sujet de la santé, elle est à faire évoluer. Et quel que soit finalement le sexe, une personne peut porter des sujets d'importance. Après, au quotidien, dans le business, j'ai eu de la chance aussi de ne pas être finalement impactée par ce sujet. Encore une fois, tout simplement parce qu'on est peut-être dans le milieu de la santé. En tout cas, je ne l'ai pas ressenti, mais par contre, effectivement, d'un point de vue très politique, aujourd'hui, et on en avait parlé rapidement la dernière fois, mais en fait, c'est vrai que comme je le disais tout à l'heure, moi, mon ambition, c'est vraiment de faire en sorte que la place des paramédicaux soit de plus en plus reconnue, parce comme on le sait, il y a de moins en moins de médecins. Donc, de fait, il faut s'appuyer sur des réseaux de paramédicaux très larges. Aujourd'hui, vous avez plus de 240 000 professionnels de santé, infirmiers, kinés et sages-femmes qui peuvent se mobiliser au plus près des patients. Donc, cette politique d'aller vers les patients, en entreprise, en domicile, partout, dans les écoles, dans les communes. Et finalement, ces professionnels de santé, aujourd'hui, ne sont pas encore assez bien reconnus, alors que dans d'autres pays, c'est déjà le cas. Vous voyez, aux États-Unis, en Angleterre, dans les pays anglo-saxons, la place des paramédicaux est très bien reconnue, avec chacun son scope d'intervention et les expertises médicales bien reconnues. Et aujourd'hui, je sais que c'est dû, et on l'a vu récemment, et ça m'a été confirmé par le fait que ce soit d'une part essentiellement des hommes et des hommes médecins qui sont dans les commissions d'affaires sociales, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Donc, effectivement, on a encore du travail à mener. Pour moi, le droit des professionnels de santé, ou en tout cas la place des professionnels de santé paramédicaux, c'est un petit peu comme le droit des femmes, finalement. On fait un pas en avant, mais il y a toujours quelqu'un pour faire un pas en arrière. Donc, c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment continuer à combattre. Et en tout cas, que moi, j'incite aussi à faire au sein de mon entreprise, parce que j'ai majorité de femmes, mais on a aussi des hommes, et de dire qu'effectivement, quelle que soit la place de l'écosystème, les deux ont leurs droits. Mais j'ai pas une baguette magique. Je pense que le principal, c'est surtout de se lancer et de ne pas avoir peur. Et justement, je pense que c'est en se lançant et en ayant des femmes entrepreneurs qu'on pourra de plus en plus montrer que c'est pas un sujet de sexe. C'est juste qu'on n'avait pas forcément pris notre place avant. Alors justement, puisque tu parles d'entrepreneuriat et qu'on a parmi les participants et participantes des gens qui sont en transition, qui peut-être se posent des questions sur l'entrepreneuriat, quel conseil tu donnerais? Parce que l'entrepreneuriat et les startups, ça fait rêver. Et là, on voit que toi, tu as commencé en 2016, que maintenant, c'est une entreprise avec plus de 20 personnes, avec une entreprise qui fonctionne. Donc voilà, quel conseil tu donnerais aux gens qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est lié au financement? Est-ce que c'est lié aux associés? Est-ce que c'est lié à l'activité? Est-ce que c'est lié au modèle économique? Voilà. Déjà, je pense que premièrement, la vie est trop courte pour avoir des regrets. Ça, c'est un premier point. Donc, si on a une envie, et encore une fois, comme je disais tout à l'heure, cette impatience de dire j'ai vu un problème, j'aimerais bien le résoudre. Alors, j'ai beaucoup échangé aussi avec des personnes qui me disaient j'aimerais bien créer quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Alors ça, par contre, je ne peux pas trop aider parce que de facto, il faut quand même une idée ou du moins une passion ou quelque chose. Ou alors, à ce moment-là, participer à une entreprise. Enfin, accompagner et devenir cofondateur avec quelqu'un qui s'est lancé sur un sujet qu'il aime. C'est un point. Après, se lancer dans l'entrepreneuriat, clairement, il ne faut jamais le faire seul parce que c'est une aventure qui est quand même, ce sont les montagnes russes. Alors, on peut le vivre, bien évidemment, aussi les montagnes russes en tant que salarié, dans une entité, dans une entreprise. Il est vrai que là, c'est jour et nuit, c'est matin, midi, soir, c'est
tout le temps avec les proches. C'est aussi du 100%. Donc, il faut se le dire, il faut se motiver, se donner peut-être aussi un délai, de se dire, OK, je me donne tant de temps pour savoir si ça marche. Et si ça ne marche pas, je fais autre chose, ou je me dirige vers autre chose. Ça, c'est important aussi de ne pas trop se lancer un petit peu dans l'inconnu, c'est un peu de le programmer. Et puis, en fait, il faut être vraiment en forme physique et mentale pour se mettre à 100%. Donc, si on quitte un job parce que souvent c'est ça, c'est je quitte mon job pour faire autre chose parce que j'étais mal dans ma peau, dans mon job, il faut déjà résoudre ce problème. Enfin, moi, je pars du principe où c'est très important déjà de résoudre ce problème-là avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, en tout cas. Mais je peux te retourner la question à Frédéric aussi, ou à d'autres personnes qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat, mais en tout cas, moi, ce serait vraiment plutôt déjà si on veut ne pas avoir de regrets, si on a cette impatience, il faut vraiment se lancer, ou alors ne serait-ce que effectivement participer à des webinaires, à des activités comme les Startup Weekend ou à d'autres événements. Et puis surtout, être vraiment très en phase avec ce qu'on veut, tester, et puis se donner un temps limite, de voir quand est-ce que j'arrête si je vois que ça ne prend pas. Juste parce que tu me donnais, avant de reprendre les paroles à Nelly, puisque tu me donnais une paire, je vais faire une publicité, parce qu'effectivement, ce sont les sujets que j'aborde dans mon dernier bouquin, qui est Entreprendre sa vie après 50 ans, en se disant, si on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est pourquoi, comment, est-ce que c'est fait pour tous ou pas, et quelles sont les questions à se poser. Donc voilà, je clôt. Mais donc, merci pour tes conseils précieux, Florence. Je pense que c'est ce que tu as dit, ça fait partie effectivement des gros sujets importants, et c'est bien de le savoir avant, en effet, de rencontrer des gens qui vous expliquent concrètement ce que ça veut dire, parce que souvent, on ne se rend pas bien compte. Justement, à ce propos, si c'était à refaire tout ce que tu as construit de ces dernières années, si on parle des erreurs, ou on peut les appeler pas forcément des erreurs, mais en tout cas, quand on avance, parfois, on fait des choses qui, avec le recul, on les aurait peut-être pas faites. Finalement, on se dit ça peut être qualifié d'erreur, ou ça peut être qualifié juste d'avancer, mais voilà, pas forcément comme on aurait voulu. Ça dépend comment on voit les choses. Ces erreurs potentielles, lesquelles tu ne referais plus aujourd'hui avec le recul que tu as maintenant, justement? Alors, la première, ce serait d'aller plus vite sur le marché. Ça, c'est un premier point. C'est vraiment de tester plus vite le produit, le process. Parce que nous, on est passé par une phase pilote ce qu'on appelle une phase pilote, qui nous a pris 6 mois. Et au final, après, on s'est dit, OK, on a cette phase pilote, on a tous les feedbacks des utilisateurs, et on a repris ensuite, on a mis 3-4 mois à continuer le développement, faire évoluer l'outil, pour se dire, on va sortir l'outil parfait. Sauf que je crois que c'est qui me disait, mais en fait, si votre outil est parfait quand vous le sortez, c'est que vous l'avez sorti beaucoup trop tard. Donc, du coup, en fait, pour moi, je suis partie du principe où même si ce n'est pas complètement affiné, complètement parfait, complètement comme il faut y aller, Il faut tester rapidement sur le marché. Donc ça, c'est un premier point, d'aller plus rapidement sur le marché. Comme ça, j'aurais peut-être pu identifier plus rapidement aussi que je ne voulais pas ce modèle économique, que je voulais peut-être changer de modèle économique. Et Oula, il y a de la tension. Bon, il faudrait juste arrêter les micros. Ça y est. Ça, c'est le premier sujet. Donc, aller plus vite sur le marché avec son produit pour tester, parce que tout simplement, c'est là où aussi on se donne un peu la limite de l'entrepreneuriat, parce qu'après, ça traîne. Donc, entreprendre, c'est vraiment agir, C'est agir, mais rapidement. Donc, du coup, je pense que j'aurais dû le faire. Je pense. Mais encore une fois, on ne peut pas le faire. Mais en tout cas, si je devais relancer quelque chose dans les prochaines années, ce serait aller plus vite sur le marché pour vraiment avoir les feedbacks des utilisateurs, les feedbacks des autres. Et tester le modèle économique. Et qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? Ah oui, si, peut-être deuxième point, mais tout est lié au financement dont on peut avoir, mais c'est m'entourer plus rapidement aussi de seniors, de personnes plus seniors. On ne l'a pas fait au début avec Jean-Christophe. Alors, on a eu de la chance d'avoir des personnes vraiment, vraiment très qualifiées au tout début, qu'on a pu rencontrer dans des Startup Weekend, comme je vous disais, des personnes vraiment
avec des têtes très bien faites, mais qui n'avaient pas 10 ans d'expérience, donc du coup qui étaient un petit peu au même niveau que nous, voire un petit peu moins, dans un univers qui nécessite quand même beaucoup de connaître un peu l'écosystème. Donc, de m'adosser à alors pas forcément que des conseillers, mais vraiment des salariés internes seniors, quitte à les payer plus cher et en avoir moins. Je pense que ça, c'est quelque chose que je referais différemment. Ça ne peut que nous faire plaisir. Vive l'intergénérationnel. Non, mais c'est vrai. Non, On se régale de tes propos pour les quelques quinquas, voire davantage qui écoutons. Mais en tout cas, ce que j'ai appris de ces dernières années en ayant recruté, grâce à des moyens financiers aussi plus intéressants, des personnes, notamment notre directrice commerciale et notre directrice des opérations, qui ont complètement changé la face de l'entreprise. Donc, c'est très important. Voilà. Alors, on voit cette évolution dans pas mal de startups et aujourd'hui où effectivement, au fil du temps, dès qu'il y a un petit peu plus de moyens, il y a quelques personnes un peu plus seniors qui arrivent et qui permettent effectivement de répondre aussi à ton point, d'aller plus vite en fait aussi. Enfin, on le voit, on l'observe aujourd'hui. Hein. Exactement. Alors oui, le pendant de la question de Nelly, et de quoi tu es la plus fière aujourd'hui? Il y a quand même beaucoup de choses. Il y a quand même tu as de quoi? Non, mais globalement, enfin, je dis, ce qui me rend vraiment le plus fière, c'est de me dire que on fédère une équipe autour d'un projet. Enfin, il y a des gens qui travaillent pour une idée que j'ai eue moi à l'hôpital, mais après à deux, et qui font évoluer et qui nourrissent en fait ce projet. Et ça, je pense que quel que soit j'espère, mais l'entrepreneur, je pense qu'il vous dira ça. Vous pouvez rien faire sans une équipe, et c'est ça qui est ce dont je suis le plus fière, c'est d'avoir faire arriver jusqu'ici une équipe, alors qui bien évidemment a évolué et a changé, mais en tout cas des personnes qui sont engagées dans la même volonté que nous, dans le même bateau, dans la même direction, et ça c'est vraiment chouette. Donc, en tout cas, bravo. Les 3 ans d'une entreprise, mais bon, ça fait déjà longtemps maintenant, mais ouais, bien évidemment. Écoute, merci, bravo. Nous en avons terminé avec Nelly. Peut-être qu'on va reprendre les questions, parce que je crois qu'il y a au moins une question. Il y avait une question d'Isabelle. Je ne sais pas si Isabelle, tu es encore là avec nous. Je vois la question, mais elle est un peu coupée, ou c'est peut-être moi. Oui, je suis là, Nelly. Juste, super. C'est mieux. J'arrivais pas à enlever le micro. C'est mieux. Oui, ok. Donc, Florence, moi, je travaille sur, comme je vous le disais tout à l'heure, chez April, sur la santé internationale. Juste pour remettre le contexte. J'ai une question qui est un peu opérationnelle par rapport aux propos d'aujourd'hui, donc vous m'excuserez. Vous êtes dans un modèle qui va être, qui s'est déjà super bien développé. Vous avez beaucoup parlé de toute la partie sourcing, de partenariat avec les assureurs, etc., pour vous assurer finalement pour vous assurer un volant de revenus. Mais par ailleurs, il y a votre site est orienté grand public, puisqu'on peut prendre un rendez-vous avec un infirmier, etc. Et donc, vous allez avoir, et c'est sans doute déjà le cas, vous allez avoir des sujets de qualité de service au sens où on prend un rendez-vous et l'infirmier ou le kiné ne se présente pas, etc. Quel dispositif vous mettez en œuvre pour piloter cette partie-là? C'est-à-dire qu'il y a un no-show. Comment vous gérez ça, en fait, toute cette partie je ne sais pas comment vous les appelez, les médicaux ou les… Je sais pas, oui, en fait, c'est vrai qu'on fait la différence entre ce qu'on appelle les paramédicaux en France, c'est tout ce qui est autour du médecin. Donc, les médicaux, c'est vraiment les médecins. Oui, je comprends votre point. Alors, du coup, effectivement, il y a deux points. Le premier est que si on prend libéraux.fr, libéraux.fr, c'est vraiment le site grand public que l'on a volontairement gardé, tout simplement. C'était quelque chose qui répondait à la jeunesse de Libéraux, c'est que de faciliter l'accès à un professionnel de santé pour des soins à domicile, notamment. Et de fait, le patient, il est en autonomie sur libéraux.fr. Il ne paye pas de service
pour qu'on lui trouve un professionnel de santé. Donc, il va trouver un professionnel de santé, infirmier kiné ou sage-femme, qui peut répondre à son besoin de son soin à domicile. Mais cet accompagnement, comme je dis, il n'y a pas d'accompagnement, pardon. Il le fait en autonomie, cette expérience utilisateur. Donc, nous, notre objectif, c'est de maximiser le taux de succès, donc le taux de réponse positive à un envoi d'une demande à un professionnel de santé qui est faite sur notre site. Par contre, on n'est pas dans l'obligation de moyens sur libéraux.fr de pouvoir répondre finalement à une demande d'un patient. Donc, il peut s'avérer parfois qu'il y ait des patients qui font des demandes de soins sur libéraux.fr, mais qui n'ont pas finalement, où le professionnel de santé ne pourra pas venir à son domicile. Parce que comment ça fonctionne sur libéraux.fr, c'est pas comme Doctolib où vous prenez rendez-vous sur un créneau, c'est que vous allez sélectionner plusieurs professionnels de santé que l'on vous a proposés en liste, et vous allez les sélectionner en fonction du nom, enfin bref, de ce que vous voulez, mais en tout cas, on va vous donner la liste des pros qui correspondent à votre recherche. Mais par contre, on ne va pas vous dire à 100% s'il va pouvoir répondre positivement à votre réponse. Aujourd'hui, 80% des réponses sont positives via libéraux.fr. Mais effectivement, sur les 20% restants, ce qu'on propose, c'est on envoie une liste aux patients qui peuvent appeler en cas de besoin. Donc ça, c'est vraiment libéraux.fr, autonomie, B2C, grand public. Ouais, ok. Sur le volet plus B2B, là, effectivement, qui est plus votre question finalement, quand on travaille avec des acteurs comme les hôpitaux pour l'organisation des retours à domicile, avec effectivement les assurances et mutuelles sur ce volet-là, mais aussi les entreprises pour tout ce qui va être campagne de prévention et de mobilisation de soignants, là, c'est notre équipe à nous, donc nos coordinateurs de soins pour le volet domicile, parce que c'est professionnel de santé, et les chefs de projet pour le volet plus opération de prévention en entreprise, qui pilotent de A à Z la mobilisation du professionnel de santé et qui s'assure que c'est un professionnel de santé qui est qualifié, qui répond exactement aux besoins et qui est potentiellement briefé s'il y a un brief particulier pour l'entreprise, pour une campagne de prévention en particulier. Et il y a un suivi qui se fait, un suivi donc par nos équipes, qui se fait soit directement auprès du bénéficiaire si c'est un soin à domicile, soit directement, bien évidemment, auprès de l'entreprise et des collaborateurs avec une notation qui se fait en fin d'expérience. La notation est un sujet très fort. Comme vous le savez, en France, il n'est pas autorisé de noter des professionnels de santé, mais par contre, nous, on note toujours des expériences. Enfin, pourquoi c'est important? Parce que je pense que vous l'avez compris, c'est la qualité de notre prestation, c'est ça qui fait notre force au-delà du réseau que l'on a et avec lequel on peut intervenir partout en France. C'est parce qu'on a de la qualité qu'on est ressollicité. Oui, non, tout à fait, c'était mon point. Donc, merci de clarifier. Mais du coup, vous n'avez pas. Quel est l'intérêt de garder du B2C? Parce que finalement, ça vous dessert un peu. Si les 20% qui ne seront pas contents vont desservir l'ensemble du modèle quand même, non? Alors, non, pas forcément, parce qu'effectivement, aujourd'hui, encore une fois, c'est vrai qu'on s'est posé la question, en toute transparence, on s'est posé la question. Mais bon, récemment, vous avez peut-être pu voir, mais on est une des premières entreprises à avoir intégré Mon Espace Santé. On a passé plus de 150 critères, enfin, on veut vraiment faire partie de l'écosystème. Et encore une fois, cette notion d'accès aux soins. Et il faut savoir que, au-delà de répondre à notre mission, c'est que le fait d'avoir des nouveaux patients entrant via libéraux.fr permet aussi d'une certaine manière à fidéliser les professionnels de santé de notre communauté. Okay. Ils sont inscrits librement, parce que vous le disiez, ils ne payent pas pour s'inscrire, mais ils sont inscrits librement. Mais de fait, grâce à nous, ils reçoivent des soins à domicile, potentiellement des missions en entreprise, potentiellement des missions avec des labos pharma très innovantes. Donc, d'accord. C'est une diversité d'activités qui aussi fait en sorte qu'on a ce réseau qualifié qui sait travailler avec nous. Oui, ok, très clair. Écoutez, merci beaucoup et bravo Merci. pour tout ce que vous avez fait, c'est top. Florence. Quelles sont vos autres questions? Et oui, est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour l'instant, vous n'aviez pas écrit d'autres questions, mais est-ce qu'il y en a qui ont envie de poser une question? Ah si, il y en a une. C'est Yannick. Alors. Bonjour, donc j'avais comme question couverture France entière. Comment vous recrutez les professionnels de santé et est-ce que vous avez une couverture France entière, sachant que dans ce que vous énoncez dans votre pitch, c'est l'accès à la santé, donc il y a des gros problèmes de déserts médicaux et comment vous faites? Parce que là où il n'y a pas de professionnels, vous ne pouvez pas les inventer, j'imagine. Alors ça, c'est un vrai point et c'est toujours ce que je dis. On n'a pas de baguette magique.
Il n'y a pas de professionnel de santé sur une zone, on ne peut pas l'inventer. Par contre, comme je vous mentionnais tout à l'heure, la force des paramédicaux en statut libéral notamment, c'est qu'ils peuvent se mobiliser. Alors, moins les médecins aujourd'hui, clairement, il y a une pénurie de médecins, donc on ne se déplace plus au domicile des patients, si on parle du domicile, hein, ou même si on parle des activités de prévention en entreprise. Pour vous donner un exemple, on accompagne des grands groupes qui ont des sites partout en France, dans des zones d'activité ou dans des zones industrielles, où on va mobiliser par exemple des infirmiers pour faire des campagnes de maladies cardiovasculaires ou de vaccination, comme je vous disais tout à l'heure. Eh bien, de facto, c'est un professionnel de santé qui va se mobiliser sur place. Donc ça, c'est un point qui est important, c'est cette force de métier qui est qu'ils se mobilisent, donc ils vont vers. Et donc les professionnels de santé, quand ils s'inscrivent, ils dessinent une zone de tournée, une zone d'intervention, si vous voulez. Ce qui nous permet finalement aujourd'hui, grâce à ces 20 000, on a 20 000 professionnels de santé aujourd'hui, 18 000 sont infirmiers libéraux et les 2 000 se divisent entre kinés et sages-femmes. Et grâce à ces professionnels de santé qui ont une couverture de fait chacune assez large, on permet de couvrir l'ensemble du territoire national. Donc tant pour des soins à domicile que pour des actions de prévention en école, en entreprise, en tout lieu. Et du coup, comment on les recrute, ces professionnels de santé? Je reprends juste sur des déserts médicaux, forcément, comme vous avez compris. Alors, on parle beaucoup de déserts médicaux, mais attention, ça ne veut pas dire que c'est des déserts de santé. Un désert médical n'est pas forcément un désert de santé. Il y a forcément soit un pharmacien, un infirmier, un kiné, des professionnels de santé autour, à quelques kilomètres du patient. Il n'y a peut-être pas de médecin, mais il y a toujours un autre professionnel de santé. Et ça, c'est vrai qu'on n'a pas encore, je pense, saisi cette place justement des paramédicaux, d'où ce que je mentionnais tout à l'heure auprès des pouvoirs publics, qui est très important. Comment on recrute les professionnels de santé? Alors, en toute transparence, au tout début, c'était du téléphone, donc c'était vraiment à l'ancienne. Donc ça, c'est ce qu'on a fait en 2017. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup de bouche à oreille. Donc, les professionnels de santé s'inscrivent. Nous, on a des inscriptions tous les jours, sans qu'on ait fait de campagne d'acquisition payante, quelle qu'elle soit. Mais nous avons bien évidemment aussi quand même, en fonction de nos besoins, si on a, par exemple, si on signe des partenariats avec certains acteurs qui sont un peu plus régionaux, eh bien, on va pouvoir faire des campagnes ciblées d'acquisition de professionnels de santé, pour si on n'a pas encore de professionnels de santé qui sur les réseaux sociaux, Alors non, nous n'utilisons pas les réseaux sociaux. On fait beaucoup de campagnes SMS parce que ce sont des professionnels de santé qui sont plutôt sur leur téléphone, plutôt que par mail aussi d'ailleurs, parce que comme ils sont mobiles, eh bien, ils utilisent le téléphone qui est leur outil de travail. Et il faut savoir qu'en tant qu'entreprise en santé, on a accès à un ensemble de données et on a le droit de solliciter des professionnels de santé dans le cadre de leur activité. Donc c'est RGPD compliant, hein, on n'est pas, bien évidemment, on coche toutes les cases. Et donc, de fait, grâce à cette activité, on peut, à ces numéros de téléphone, on peut contacter des professionnels de santé. Mais beaucoup se cooptent, hein, beaucoup s'inscrivent par bouche à oreille. Okay. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions Alors, sur le fil, non, mais est-ce que certains ou certaines ont des questions à poser avant qu'on fasse la petite conclusion de notre événement? Non, c'est bon, on a peut-être tout abordé. Bon, déjà, c'était assez complet. Ouais, c'est très Isabelle, notre présidente. Comme souvent, quand vous êtes à la manœuvre, mesdames, je ne suis pas déçue. Et à chaque fois, je me dis, ouais, bon, est-ce qu'on va apprendre quelque chose de nouveau sur la vie quand même vachement plus exaltante d'une start-upeuse que la nôtre? Puis à chaque fois qu'on a fini, je me dis, oh ouais, en fait, je me plains, mais finalement, elles ont quand même du courage que j'aurais peut-être pas moi, à lever des sous, recruter des gens, aller se battre avec les pouvoirs publics et tout ça. Donc, vous avez toutes été à la hauteur de la promesse, et je constate d'ailleurs que tout le monde est toujours autour il y a même peut-être une personne de plus que quand on s'est lancé. Ça c'est le baromètre, hein, quand il y a moins de gens sur la fin, on se dit on les a découragés en chemin. Florence, je pense que tu peux être fière de toi, puisque tu as tenu en haleine avec un sujet quand même pas des plus rigolos.
tu as tenu en haleine toute notre communauté. Donc, un grand merci à toi. Peut-être que chemin faisant, sur certaines participantes, ça générera des opportunités pour Libéro, ce qui peut être aussi, comment dire, un gagnant-gagnant. Et donc, si c'est le cas, on en est content. Et voilà, rendez-vous. Alors, je crois qu'on n'a pas encore fixé la prochaine date, Angela, Frédéric et Nelly, de notre prochaine rencontre. Non, nous ne l'avons pas fixé, mais pour ceux et celles qui sont intéressés, il faut suivre attentivement la page LinkedIn de Parité où tous les événements sont indiqués au fil de l'eau, et en particulier les rendez-vous Parité Assurance avec une start-upeuse. Et donc, vous suivrez aussi, je fais un petit coup de pub en chemin. Vous suivrez aussi que, alors je ne sais pas si ça sera avant ou après le prochain rendez-vous avec une start-upeuse. On prépare un livre blanc très dans le prolongement des sujets santé dont on vient de parler au sein de Parité Assurance avec des propositions bien à nous, on va dire, sur la prévention, un peu en rebond de ce qu'on avait eu l'occasion de faire, mais je dirais en allant encore beaucoup plus profond au moment du rapport HCAM et du sujet de l'articulation entre le RO et le RC. Donc, suivez doublement notre LinkedIn parce que vous entendrez parler de ce livre blanc et aussi de communication et d'événements qu'on aura autour de ce sujet. Et comme on aime la santé et qu'on aime aussi l'épargne retraite et aussi l'IRD, voilà, dans les prochains sujets, pour ceux qui ne nous avaient pas forcément suivis sur les rendez-vous avec les start-upeuses, on ne sait pas encore, on a plein d'idées, on a notre petite liste, on ne sait pas encore si ça sera IARD, épargne, retraite, santé, mais à chaque fois, c'est une nouvelle rencontre. Donc, on espère que pour vous comme pour nous toutes, chez Parité Assurance, la rencontre avec Florence a été une belle rencontre. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.